Bonjour à tous et à toutes. On laissait le temps aux gens d'arriver tranquillement et on se retrouve aujourd'hui du coup pour ce webinaire sur le geste ganglionnaire dans le cancer du sein. Donc, je suis toujours de Charlotte, donc l'animatrice de notre belle communauté de pratique. Euh, Aujourd'hui, donc toujours pareil, je vous fais un petit résumé. On passe tranquillement, voilà, l'échange avec nos invités et n'hésitez pas à poser vos questions-réponses. Du coup, à la fin, il y aura bien sûr un temps dédié ou sur la petite barre de dialogue, hein. Je prendrai le temps aussi de vérifier à la fin, faut pas hésiter. Et je ferai aussi un petit peu le maître du temps, bien entendu, pour pas dépasser les temps impartis à chacun, bien entendu. On démarre tout doucement. Donc, au programme, pourquoi déjà on réalise un geste ganglionnaire dans la chirurgie du cancer du sein infiltrant, la différence entre un ganglion sentinelle et le curage axillaire, les recommandations actuelles suite à un curage axillaire, les complications possibles liées aux chirurgies et bien sûr la parole au kiné, moteur dans cette prise en charge. Aujourd'hui, du coup, donc moi-même, donc je suis aussi donc infirmière de coordination sur le parcours du sein localisé au Centre Lyon-Bérard. Je passe la parole à Mathilde Balancin pour qu'elle puisse se présenter aussi, donc qui est une masseuse kinésithérapeute qui fait partie du réseau des kinés du sein. Mathilde, je te laisse te présenter brièvement Oui, où tu es. bonjour. Donc moi je suis kiné en libéral basée sur Lyon. Ça fait quelques années que je fais de la scénologie. J'ai fait plusieurs formations et un diplôme universitaire à Nantes. Voilà, je fais partie du réseau des kinés du sein, ou RKS, pour ceux qui en ont entendu parler, qui regroupe on va dire, l'ensemble du territoire français les kinés qui sont formés à cette prise en charge spécifique et qui permet de faire effectivement un annuaire pour les patientes qui sont à la recherche de kinés après leur intervention. Merci beaucoup, Mathilde. Et Corinne Lemoine, du coup, une infirmière pivot au centre Henri Becquerel à Rouen. Corinne aussi, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Corinne Lemoine, une des infirmières de coordination en ambulatoire sur le centre Henri Becquerel. Voilà, j'ai participé à la mise en place du diaspad, c'est-à-dire de la prise en charge des patients à domicile avec un drainage en post-opératoire immédiat, hein, puisque c'est de l'ambulatoire, donc ils sortent le soir même. Donc, on avait fait un gros travail de collaboration avec les infirmières libérales pour faire sortir les patients quand même le jour même de l'intervention avec le drainage, mais en toute sécurité. Donc ça a été un gros travail qui fonctionne bien. Euh, on voit aussi les patients en consultation préambulatoire. Et c'est là, par contre, que les choses évoluent un petit peu en ce qui concerne la prise en charge des ganglions sentinelles curage. Voilà, on s'organise différemment. Ce sont les patients qui organisent leur prise en charge à domicile, enfin, à leur domicile pour le kiné, mais du coup avec une grosse éducation pour les encadrer et les aider tout de même. Oui, merci, Corinne. On y reviendra justement par la suite. L'accompagnement à la fois à l'hôpital et en dehors qui est capital. Pourquoi un geste ganglionnaire? Alors ça, je me permets, c'est important. Quand on découvre à une patiente, alors j'ai plutôt parlé au féminin, hein, sachant que voilà, je le répète souvent, mais le cancer du sein, c'est qu'1% au niveau des hommes. Donc je parle plutôt féminin, hein, vous m'excuserez si jamais. J'ai marqué indispensable de s'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte du système lymphatique le plus proche. On peut découvrir une lésion au niveau du sein, mais des fois, ça peut être dans le prolongement axillaire, voire en axillaire, hein, des fois qu'on découvre par la suite le primitif. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut corréler les deux ensemble. Le statut ganglionnaire, ça sera justement un geste thérapeutique, mais surtout aussi un geste diagnostique qui va servir justement à établir la suite thérapeutique pour les patientes quand on ne sait pas tout dès le début de la prise en charge. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est que les médecins vont
qu'est-ce qu'ils vont se poser comme question? C'est on démarre par quoi? Est-ce qu'on fait d'emblée un ganglion sentinelle ou un curage axillaire? Il faut savoir déjà que le ganglion sentinelle, c'est une technique qui a été mise en place dans les années 2000, hein. Avant ça, les patientes, elles avaient systématiquement des curages axillaires. Ce qui va être important, c'est au tout début, voilà, suite à la biopsie, la microbiopsie mammaire ou la macrobiopsie, tout le temps sera réalisée une échographie axillaire en systématique. Si justement il n'y a pas de ganglion suspect en préopératoire, si le cas échéant, ils avaient un petit doute parce que le cortex autour du ganglion est épaissi, par exemple, il y aura une réalisation d'une cytoponction ou d'une microbiopsie axillaire, hein, donc on va les prélever directement au niveau du ganglion. Si celle-ci revient négative, dans ces cas-là, on est dans des critères pour réaliser un ganglion sentinelle, d'accord, pour statuer par la suite du statut définitif de l'atteinte ou non du coup du système lymphatique. Par contre, à contrario, si la patiente a d'emblée un curage axillaire en cas d'atteinte ganglionnaire prouvée, justement par la cytologie ou par la microbiopsie axillaire qui aura été faite, ou aussi dans le cas du cancer du sein inflammatoire, hein, donc je rappelle, le cancer du sein inflammatoire, c'est quand vraiment il y a une rougeur importante, notamment, voire d'autres signes associés, tels l'aspect peau d'orange, mais c'est vraiment l'inflammation hein, locale au niveau du sein. Ça, c'est des patientes qui auront d'emblée un curage axillaire et aussi une mastectomie totale, hein. Ça, ça fait partie du protocole à l'heure actuelle. Et on parle aussi du coup de curage axillaire quand il y a des cas de récidive dans le sein homolatéral, donc c'est-à-dire du même côté, quand ça revient du même côté, par un cancer infiltrant. C'est en réévaluation parce qu'à l'heure actuelle, depuis 2018, on fait un peu moins systématique des curages axillaires. On y reviendra aussi. Ça dépend de plein de facteurs. Ça sera discuté en RCP. Et aussi, malheureusement, si jamais il y a des échecs des ganglions sentinelles le jour de la chirurgie, un curage axillaire peut être réalisé dans le même temps s'il y a eu un échec. Petite, du coup, explication de qu'est-ce que c'est le ganglion sentinelle. Le ganglion sentinelle ou les ganglions sentinelles, parce que je vais vous expliquer que souvent, en fait, c'en est rarement qu'un, c'en est souvent deux ou trois, hein, c'est comme des petites grappes de raisin. Donc, c'est le premier groupe ganglionnaire qui draine la tumeur primitive et c'est le premier ganglion potentiellement malade. Donc, quand je l'explique aux patients, moi, souvent, je leur dis, c'est ce ganglion-là qu'on veut aller attraper pour savoir justement s'il y a une atteinte, voir si les autres ganglions sont atteints, voir si même il y a une circulation aussi au niveau du corps. C'est pour ça que c'est une question qu'on pose très souvent aussi. On ne fait pas des bilans d'extension en systématique à tous les cancers du sein. D'accord? Ça, c'est important aussi de le savoir. Le statut ganglionnaire va beaucoup y jouer. Le plus courant, du coup, c'est la technique du coup isotopique. Donc, c'est une lymphoscintigraphie en fait hein, au niveau ganglionnaire. Donc, c'est une injection. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur le schéma comme il faut, on voit une sorte de grosse tache noire et un petit point. La grosse tache noire, eh ben, en fait, c'est là où on a réalisé l'injection. L'injection se réalise toujours au niveau du sein, au niveau du coup périaréolaire, excusez-moi. Donc, c'est un produit marqué au tecténium. Hein, donc, c'est un produit qui va scintiller. C'est un examen de repérage qui se fait soit la veille ou le matin de l'intervention, qui est complètement indolore hein, pour rassurer les patientes si jamais vous les avez rencontrées avant. Il n'y a pas d'anesthésie locale. On fait l'injection au niveau du sein, elles sont allongées. Et en fait, on va demander aux patients de voilà, masser le sein pendant 1 à 2 minutes pour que justement ce produit se diffuse hop, sur l'air axillaire. Et pour vérifier que ça a bien fonctionné, il y a du coup la machine hein, qui va passer juste au-dessus pour faire la lymphoscintigraphie et qui va révéler si ça a fixé, ce qu'on appelle. D'accord? Ça ne dira pas le nombre de ganglions qui sont atteints, ça montrera juste si l'examen a été efficace. En aucun cas, voilà, on explique souvent aux dames que ça, c'est le repérage. On ne va pas aller leur enlever parce que souvent, elles croient qu'on leur enlève le ganglion à ce moment-là. Non, non, là, le ganglion sera retiré donc, lors de l'intervention chirurgicale. Quand elles viendront, donc soit dans la continuité le matin, soit le lendemain. Cette détection, elle est donc opératoire, d'accord, de la radioactivité pour retirer le ganglion sentinelle. Donc, comme vous avez pu voir là, on avait mis, les médecins, ils ont une petite sonde exprès, hein, d'accord, qui vont amener, donc il y a une cicatrice au niveau axillaire, qui vont amener pour aller repérer, hop, ça va faire un petit flash, ça va faire un petit gris crépitement, et du coup, ils sauront qui sont les ganglions sentinelles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ceux qui sont au plus proche, hein, qui sont au contact
de la tumeur ou des tumeurs s'il y en a plusieurs. Ça, pareil, ils ne peuvent pas savoir en instantané si c'est atteint ou pas. Il faudra donc du coup que ça soit envoyé en analyse, hein, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et retenez que souvent, c'en est plusieurs. Hein. C'est souvent, j'ai mis sur la prochaine diapo, 2 ou 3 ganglions, parce que c'est comme des grappes de raisin. Quand ça flash, ils vont prendre du coup cette grappe, ils ne vont pas la scinder ou couper des ganglions en plusieurs étapes. Donc souvent 2 ou 3. Il n'y a pas de drainage obligatoirement, ça aussi c'est important. C'est vraiment la technique la plus utilisée. Ça peut arriver si ça n'a pas bien fonctionné au niveau de la prise du marquage quand on a fait le repérage, qu'on injecte ce qu'on appelle du bleu, hein, de pateinté. C'est une technique qui s'appelle colorimétrique. Donc, c'est une injection donc, pendant l'intervention, hein, juste avant l'incision, de 2000 litres de bleu de pateinté. Il masse au niveau de la glande mammaire pour que ça se diffuse et que justement pour que ça aille se fixer. L'inconvénient de celle-ci, c'est que du coup, il y a le risque allergique hein, au bleu de pateinté. Ça colore pendant plusieurs semaines. Hein, ça fait vraiment pas comme un hématome. Hein, c'est vraiment une tache bleue comme si, comme la couleur de mon mot aujourd'hui. Bien sûr, ça colore les urines pendant quelques heures, hein, ça, les rendant un peu bleues ou vertes. Donc bien rassurer les dames si jamais elles constatent ça. Hein, c'est lié à l'élimination du produit. Et capital à retenir, comme je le disais tout à l'heure aussi, il les retire. Ça part du coup tout de suite en anapathe. La patiente reverra la chirurgienne, le chirurgien 3 semaines après en rendez-vous post-opératoire. Et entre-temps, bien entendu, le dossier sera discuté ce qu'on appelle en RCP, donc dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, où voilà, là, c'est une décision voilà, pluridisciplinaire avec les anapathes, les radiologues, les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes, les gynécos aussi. Enfin voilà, vraiment tous les personnels soignants qui vont, les paramédicaux et médicaux qui vont graviter autour du patient. Lors de son rendez-vous post-opératoire et suite à cette décision RCP, le médecin va vérifier, contrôler la cicatrice, la mobilité de la patiente, valider aussi la suite thérapeutique. Donc, les traitements, que ce soit chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée, et aussi l'indication de reprise chirurgicale ou pas. D'accord? Donc, en fonction de ce que nous dira l'anapathe, c'est à savoir le ganglion sentinelle. Si jamais il s'avère qu'il y a une atteinte majeure, du coup, les patientes, elles repasseront sûrement au bloc pour avoir un curage axillaire. Je ne vous ai pas marqué les recommandations actuelles parce qu'il y en a plusieurs et c'est une décision qui est médicale. Mais voilà, à retenir, si le ganglion est atteint, il peut s'avérer que la patiente retourne au bloc opératoire du coup, pour avoir un curage axillaire. Ce qui est un peu moins d'actualité en ce moment parce qu'on a des nouvelles recommandations sur justement si il y a l'atteinte est micrométastatique, si il y a plusieurs ou non ganglions atteints, si il y a une effraction de la capsule, ce genre de choses qu'on peut lire sur une anapathe. Donc voilà, mais c'est toujours une décision collégiale, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment capital à dire aux patientes et en fonction aussi de plein d'autres facteurs qu'on peut avoir sur une anapathe aussi par rapport au cancer du sein lui-même. Hein. Pour ce qui concerne du coup tout ce qui est prise en charge en post-opératoire, donc déjà retenir que les complications elles restent rares sur cette chirurgie. On réassure toujours sur les troubles de sensibilité courants, d'accord, que ce soit en hyper ou en perte de sensibilité notamment vraiment dans le creux axillaire ou sur la face interne du bras, un peu moins fréquente hein, pour le ganglion sentinelle, la face interne, mais ça peut arriver. Là, je pense que Corinne va être d'accord avec moi. Vous voyez, j'ai fait une petite spécificité pour le centre Henri Becquerel. Mais grosso modo, il faut retenir une chose, c'est la mobilité précoce. D'accord? Ça, c'est capital. La patiente, spontanément, c'est une chirurgie d'intimité. Elle va vouloir venir se protéger, se mettre le bras en écharpe. Donc ça, vraiment, lui conseiller qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas venir bloquer sa coiffe et tout ce qu'il peut y avoir au niveau de l'épaule. Donc, elle a le droit de lever son bras pour attraper des verres, des assiettes, se laver les cheveux. Par contre, voilà, nous, au CLB, on leur dit quand même d'éviter, bien entendu, de porter des charges lourdes. Donc, quand j'entends charge lourde, 4-5 kilos, donc c'est les gros sacs de course, les packs d'eau, les packs de lait. Des fois, quand elles sont mamans, le bébé, faut être vigilante. Bien sûr, s'il faut le sortir du lit à barreaux, la priorité, c'est de prendre en charge son enfant. Hein. Donc, on déculpabilise par rapport à ça, mais on lui dit tout de suite de basculer sur l'autre bras dès qu'elles peuvent
ou éviter si elles en ont l'occasion, s'il y a des proches aidants. Éviter la conduite les 10-15 premiers jours. Quand je dis gros ménage, c'est vraiment passer l'aspirateur, laver par terre, faire les vitres, repasser. Elles ont tout à fait le droit de se faire à manger, de porter leur gamelle d'eau pour faire cuire des pâtes, hein. Je vous dis un exemple divers. Elles ont tout à fait le droit de lever le bras pour attraper des verres et des assiettes pour mettre la table, faire la vaisselle, ce genre. Voilà, le petit quotidien, il n'y a pas de souci. C'est tout ce qui est effort mécanique de répétition qu'il faut éviter. Le sport, donc la marche, oui. Par contre, bien sûr, on ne va pas aller faire de la boxe, de la natation tout de suite ou des produits un peu plus, des sports pardon, un peu plus physiques. On va laisser aussi un temps de cicatrisation. Pour tout ce qui est bain, baignade, qui était très d'actualité cet été, donc on préfère attendre 4 à 6 semaines en fonction de la cicatrisation. Les douches sont OK le jour où on refait les pansements et par la suite, hein. Elles ont le droit de mettre du savon doux liquide, de rincer et de sécher en tamponnant. Hydratation de la cicatrice, donc ça c'est pour enlever aussi tout ce qui peut être un peu croûte qui peut arriver dans un second temps. Puis après on en parlera avec Mathilde, mais aussi tout ce qui est conseil voilà, d'hydratation, mais de massage aussi dans certains cas qui peut être délicat parce que c'est jamais évident. Et le déodorant, ça c'est une question qu'on a fréquemment aussi, tout à fait autorisé. Dans le creux, on évite le spray parce que c'est un peu plus volatile, mais il y a pas de souci. Et Corinne, je te laisse la parole pour Henri Becquerel, parce que du coup, vous avez votre organisation propre au Diaspad. Oui, donc en fait, donc sur les ganglions sentinelles, on ne peut pas parler de diaspate parce qu'il n'y a pas de drainage Oui. deposé. C'est vraiment très anecdotique. Les patientes sont vues à J2, J3 pour retirer le pansement, vérifier la cicatrisation. Donc sur les 2-3 premiers jours, on a exactement les mêmes consignes. Elles s'habillent, elles se lavent seules, elles peuvent voilà, vaquer à leurs occupations du moment qu'elles ne forcent pas sur le bras, c'est-à-dire aller chercher quelque chose de très très haut dans un placard, plus haut que leur taille. Mais autrement, voilà, c'est pareil aussi pour les courses et le ménage, entre aller chercher un pain qui leur manque et aller faire des grosses courses dans un grand magasin, c'est pas du tout la même chose. À partir de J2, J3, c'est vrai qu'on est un petit peu moins précautionneux, on leur demande de reprendre une vie normale, mais simplement, là où on est complètement d'accord, c'est de pas cumuler, c'est de reprendre progressivement et de pas cumuler les, la, la, force qu'elles vont utiliser sur leurs bras. C'est-à-dire que si elles ont besoin pendant 10 minutes de faire quelque chose d'un peu plus lourd, elles peuvent le faire, mais évidemment, elles vont après lever le pied. Donc, par exemple, le gros ménage, c'est l'exemple typique. Évidemment, elles peuvent faire aspirer leur maison, mais par contre, on va leur demander derrière de ne pas enchaîner avec autre chose, de choisir les activités qui deviennent un petit peu plus importantes. Les douches autorisées, bah, du coup, direct jusqu'à J-, à partir pardon, de J-2, de J+2, tout simplement parce qu'il y a un pansement compressif et directement sur la cicatrice, une petite plaque de Comfil. Donc la plaque de Comfil peut rester jusqu'à 7 jours en place, mais quand on retire le pansement élasto à J2, J3, c'est-à-dire le pansement compressif, dès ce moment-là, même si la plaque reste en place, elle peut prendre des douches, ça va perler sur le pansement. La plaque, elle va partir spontanément ou les patientes vont le retirer à J7 et là, du coup, la cicatrice sera forcément à l'air à ce moment-là. Au savon, on rince bien, on sèche bien et on laisse à l'air dans les vêtements au maximum. Évidemment, pas de baignade ni de piscine, etc. On a vraiment peur aux infections. Hein. Dès qu'on a des jacuzzis, des piscines, c'est le plus dangereux. Ouais, et nous, au centre Lyon-Bérard, donc le pansement sera refait à J2, donc par contre par une infirmière libérale. Il n'y a pas de retour obligatoire sur le CLB. Et certaines chirurgies utilisent de plus en plus maintenant aussi de la colle chirurgicale, mais malgré la colle, on peut, en fonction voilà, des fragilités de la patiente, de son niveau de stress, d'angoisse, hein, voilà, s'adapter aussi. Et ça arrive qu'on mette une infirmière libérale quand même pour contrôle, mais on essaye pareil d'à peu près une semaine maximum de soins. Il faut que la cicatrice soit vraiment laissée le plus vite à l'air libre, hein, ça c'est hyper important. Concernant le curage axillaire, donc comme je vous disais tout à l'heure, le ganglion sentinelle, c'est que depuis les années 2000, hein, c'est pas si vieux que ça. Avant, le curage axillaire, on parlait souvent historiquement de 10 ganglions retirés. À l'heure actuelle, les nouvelles recommandations parlent de au minimum 5 ganglions, donc c'est le retrait de l'ensemble des ganglions en axillaire. La technique, du coup, ça c'est vraiment chirurgical hein, au niveau des étages de Berg. Bien se dire que ça peut aussi avoir un impact justement sur l'épaule, sur les cervicales
cervicale, sur le dorsal derrière, sur le pectoral juste devant. Ça, c'est important pour la suite de la prise en charge. Mathilde, kiné, va nous faire part de son expérience justement après, ça sera important. Euh, à retenir aussi, j'ai précisé, parce que j'ai bien sûr travaillé avec le docteur Heinemann, une des chirurgiennes scénologiques du centre Lyon-Bérat, que pas tous les ganglions sont retirés, parce qu'en fait, ça a été prouvé historiquement que ça n'a aucun intérêt sur voilà, le risque de récidive ou autre pour la patiente. Hein. Ça, c'est vraiment l'acte chirurgical en lui-même qui sera réalisé. Le drainage n'est pas systématique, attention, ça aussi c'est important, mais c'est quand même souvent présent, c'est un peu dépendant du constat opératoire ou aussi du chirurgien. J'ai fait une petite précision parce que j'ai souvent voilà, des questions par rapport à ça, de libéraux notamment. Donc le drain, il est en aspiration, d'accord, sur la chirurgie mammaire et notamment sur le curage axillaire. Il se retirera par contre en siphonnage, d'accord? Ça, c'est important. Donc, j'ai mis des petites diapos pour expliquer bah, qu'est-ce que c'est un drain en aspiration et qu'est-ce que c'est un drain en siphonnage. Donc, ça va jouer en fait voilà, au niveau de l'accordéon, au niveau du vide à l'intérieur du flacon. Donc là, c'est quand la patiente sort de l'hôpital, hein, il est en aspiration, c'est ce qu'on souhaite, tout au long du contrôle de l'étanchéité en fonction aussi de la quantité qu'il va donner. Et là, par contre, vous voyez, pour X raisons, ça peut arriver si le flacon est un petit peu trop plein, trop lourd, ou si au niveau du pansement, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des petites fuites ou voilà, de l'air qui rentre. Il se met en siphonnage, donc bien rassurer déjà la patiente. Nous, on le fait, mais vous savez qu'elle retienne, voilà, il y a beaucoup d'informations données. C'est absolument pas grave, il n'y a pas de danger, c'est-à-dire qu'en fait, nous, là, on stimule la nature à aller un peu plus vite. Là, c'est juste un écoulement voilà, classique du liquide. Donc, par contre, c'est important, si jamais elle vous alerte, voilà, de le changer dès que vous pouvez ou le lendemain, si vraiment en fonction de l'heure que c'est. Mais voilà, nous, on veut que le drain soit en aspiration. Et je me suis permise aussi une autre petite photo, donc avec des compresses, bien sûr, des gants hein, par rapport au risque biologique. Un flacon, ce que j'ai eu le cas il y a pas longtemps, ça ne change pas au niveau du tuyau, un tuyau au niveau du pansement, c'est vraiment au niveau du flacon. Hein, c'est un système de bouchons qui se vissent et dévissent, hein, comme une bouteille de coca, d'eau pétillante ou bouteille d'eau. Donc, avec les compresses, on clin bien au niveau du flacon, au niveau du tuyau aussi. On dévisse celui qu'on veut changer, on en remet un nouveau et bien sûr, on pense bien à tout redéclamper pour que tout s'écoule naturellement. D'accord? Donc, mais c'est bien au niveau du flacon qu'il faut le faire et pas plus haut sur le changement. Hein, sinon, vous risquez de vous mettre en difficulté, ce n'est pas le but. Est-ce que je peux apporter une précision? Mais avec grand plaisir, Corinne. Sur les curages axillaires, on ne pose plus du tout de drainage. Ça reste anecdotique aussi. On a 2 ans et demi à peu près de retour et on ne fait pas plus de ponction en post-opératoire aux soins externes sur le premier mois. Donc, le choix a été fait de ne plus poser de drainage. Ouais. Nous aussi, on tend à en mettre de moins en moins. Ça dépend vraiment soit du constat opératoire, voilà, ou, c'est surtout le constat opératoire qui est pris en compte. Hein. Mais ça arrive encore sur certaines pratiques de certains chirurgiens qui sont habitués, entre guillemets. Là, on refait un petit point bah, sur ces consignes. Je ne vais pas m'attarder aussi longtemps parce que c'est grosso modo, Pierre Corinne, tu vas nous refaire les consignes. C'est grosso modo les mêmes choses. Et j'ai pas remis le petit schéma que j'avais mis initialement, mais c'est toujours pareil. Hein. La chirurgie, les ganglions sont retirés, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 12, qu'il y en ait 13, qu'il y en ait 8. Tout est envoyé en anapathe, tout va être analysé parce qu'on peut en avoir retiré 8, mais il n'y en a que 2 qui sont atteintes, ou 3, ou les 8. La décision toujours collégiale de la RCP et la patiente revoit du coup sa chirurgienne, donc environ 3 semaines après la chirurgie pour voilà, la suite thérapeutique. Alors là, pour le curage axillaire, bien sûr, il n'y a pas de risque de reprise, hein, vu qu'on a déjà retiré ce qu'on devait retirer au niveau des ganglions, mais par contre, ça peut opérer justement sur la chimiothérapie, la radiothérapie, ce genre de thérapie qu'il peut y avoir derrière suite à un cancer du sein infiltrant. Et Corinne, je te laisse la parole donc, pour résumer la mobilité, notamment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, on reste sur les mêmes consignes. Rapidement aussi, voilà, pour éviter les collections de lymphe. Évidemment, là, pour le coup, on peut en avoir un petit peu plus. Donc, c'est une éducation pour que la patiente ne s'inquiète pas. Tant qu'il n'y a pas de fièvre et de douleur importante, on va intervenir, mais sans urgence. Je crois que ça va apparaître après quand même
attention, là où il faut apporter un peu plus d'attention, c'est sur le risque infectieux. Aujourd'hui, ils ont le droit d'avoir des prises de sang, des tensions sur le bras opéré, mais s'ils ont une infection, une blessure ou une piqûre d'insecte, il faut bien la nettoyer, voire désinfecter, et puis aller consulter le médecin traitant si, Ouais, c'est ça. se rendre compte que voilà, ça ne s'améliore pas sur le plan local. Ouais, tout à fait. On va revoir justement toute l'éducation qu'il faut faire, hein, qui est hyper importante, qu'elle soit à l'hôpital et en dehors, pour bien qu'elles entendent et quand est-ce qu'il faut alerter. Je reviens sur C'est la quand même mobilité. intéressant, on garde les mêmes consignes. Ouais, Avec un bras qui rebouge, aussitôt l'intervention, elle s'habille toute seule, elle se lave. Et c'est ça qui est intéressant pour elle, c'est qu'il n'y ait pas une perte d'autonomie du fait d'avoir le droit au curage. Ouais, tout à fait. Et nous, on a rajouté, alors maintenant, on essaie de le faire un peu pour tout le monde d'ailleurs, parce que des fois, on s'aperçoit que les dames avec un curage, elles ont finalement plus bougé qu'avec un ganglion sentinelle. On joint des exercices, hein, qui ont été faits, voilà, par un médecin vasculaire, l'équipe de Céno et les kinés aussi du CLB. Mais ça, Mathilde, clairement, va avoir un vrai impact parce qu'il y a même tout un travail des fois qui peut être fait en amont, qui est hyper intéressant aussi sur justement les exercices de respiration et qu'on vous invitera à aborder avec les patientes et sur voilà, pour la réautonomisation et la reprise de la confiance. Donc les exercices, on leur dit bien, même s'il y a un drain, pas de drain, voilà, dès J1, voilà, dès le lendemain, elles doivent attaquer. Je me permets juste d'insister un petit peu plus peut-être sur les troubles de sensibilité qui sont quand même, enfin, je sais pas si dans ton expérience, Corinne, si tu es d'accord avec moi, Oui. sur plus important quand même, notamment voilà, sur cette face interne du bras. Ça, des fois, les patientes, elles ont vraiment elles pensent qu'elles vont avoir mal beaucoup dans le creux, mais elles ne pensent pas au bras. Et des fois, ça peut aller jusqu'à la pliure du coude, voire plus. Donc ça, vraiment, il faut leur dire que c'est lié au curage axillaire, à tous les nerfs, hein, qu'on peut avoir. Souvent, moi, je leur dis, bah, il y a un court-circuit, hein, il faut le temps que bah, tout se régénère tranquillou. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez courant sur le curage axillaire. Donc, je me permettais de vous le préciser. Et puis des sensations de lourdeur du bras. Ouais, il est tout à fait. Alors qu'il n'est pas gros d'ailleurs. Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Souvent, elles ont l'impression que, voilà, tout de suite, parce que elles ont vu les chirurgiens, voilà, plein de gens, ou des fois même leur entourage, hein, ça c'est hyper important aussi. Elles sont allées voir des choses sur Internet. Elles ont cette angoisse que voilà, le gros bras va arriver tout de suite. Donc, non, un gros bras, c'est pas une complication immédiate. Ça, c'est important aussi de le préciser. Là, on fait voilà, un petit focus sur justement bah, les recommandations à donner. Excusez-moi, je suis allée en arrière aux patientes. Donc, on désacralise, on dédramatise aussi, ça c'est hyper important. Tout à l'heure, je marquerai ce risque de lymphœdème, là, de gros bras, c'est dans 15% des cas, un peu moins même. Voilà, donc il faut vraiment, ça c'est le truc, elles ont le plus peur suite au curage. Donc, on est là pour réassurer, juste donner les consignes, hein, est important, hein, hygiéno-diététique aussi. La prise de poids, on sait que ça peut favoriser le lymphœdème parce que du coup, justement, les tissus bah, sont mal drainés parce qu'il y a avec la graisse qui vient bloquer un petit peu ce drainage classique, entre guillemets. Toujours pareil, hein, on insiste, hein, mais je pense que ça c'est capital. L'activité physique permet aux muscles de se contracter et ça réalise du coup un autodrainage musculaire du système lymphatique. Donc on encourage le mouvement, mais un mouvement qui est raisonnable, raisonné, c'est-à-dire qu'en fait on éduque les patientes au seuil de douleur. Enfin là, Mathilde, je pense que je te donne un peu la parole parce que c'est capital. Il faut leur redonner confiance. Vous avez le droit de lever, vous avez le droit d'y aller tout doucement, mais il faut le faire, il ne faut pas se l'interdire, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, j'en reparlerai effectivement, notamment Ouais. avec les livrets d'exercices. Mais c'est vrai que souvent, les patientes ont peur de bouger et en fait, ça va être plutôt contre-productif. Donc, il y a beaucoup de réassurance à faire en séance, notamment de kiné. On passe beaucoup de temps au début sur ça. Et c'est fondamental pour ben, prévenir les risques de lymphœdème, mais plein d'autres choses aussi. On a marqué aussi, donc ça c'est les consignes qu'on donne aux patientes, hein, elles ont une feuille explicative, hein, pareil, qui a été fait par les kinés, le médecin angiologue du centre Lyon-Bérard et l'équipe Céno, sur en fait il faut être à l'écoute de son bras, il n'y a que elle qui est juge de ce qu'elle ressent.
On arrête d'écouter aussi Pierre-Paul Jacques qui a eu ça ou qui connaît quelqu'un qui a eu ça, etc. Les choses ont quand même beaucoup bougé, hein, rien qu'en en quelques années. Avant, c'est vrai qu'on mettait beaucoup de camembert à toutes les patientes en retour de bloc opératoire. Voilà, on disait ou pas d'injection, pas de perfusion, on y revient après. Enfin, voilà, les choses ont beaucoup, beaucoup changé parce qu'on a voilà, des études qui ont été faites, que ce soit par les équipes de CNO en France, que ce soit par les associations aussi hein, de l'Infodem. Voilà, qui a vraiment, il faut bouger son bras. Bien sûr, dès qu'on sent que ça tire ou qu'on est mal, on se repose et ça, c'est capital. Tout à l'heure, Corinne, elle l'a dit. Alors ça, s'il y a un truc à retenir sur le curage axillaire, notamment, ça, fait partie du top 3. C'est vraiment leur dire que si jamais elles sont amenées à se blesser en épluchant leurs légumes, en faisant une randonnée, si elles ont un chat, les griffures du chat ou la piqûre du moustique, hein, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper parce qu'on est aussi sur comme on dit tout à l'heure, une population plutôt féminine qui aime beaucoup contrôler. C'est des choses, donc bien, voilà, pareil dire, en fait, on ne peut pas toujours tout contrôler, toujours tout anticiper dans la vie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas vivre normalement. Juste, si vous vous levez le matin et vous êtes piqué par un moustique, eh bien, vous prenez votre douche, vous faites comme d'habitude de l'eau et du savon. C'est bien de rajouter le petit désinfectant en plus. Et encore, c'est pas toujours, voilà, au moins si l'eau et le savon, c'est le principal. Par contre, moi, je dis quand elles vont souvent en randonnée, voilà, ou si elles n'ont pas de point d'eau, voilà, c'est pas tout de suite, c'est bien d'avoir soit voilà, la petite lingette désinfectante, le petit flacon de biceptine qui existe dans tous les sacs et petits, enfin tout type de désinfectant d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est vraiment à leur dire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'elles fassent tout au long de leur vie. Hein. Ça, c'est important, d'accord? Ça, c'est vraiment désinfecter, voilà, les plaies. La brûlure, bah, on évite voilà, l'exposition au soleil, bien entendu. Aussi, une brûlure, bah, c'est une plaie, hein, donc il faut bien la nettoyer. Si on est amené, voilà, typiquement, moi, je leur dis, bah, quand vous épluchez vos légumes, vous faites quoi? Vous prenez un couteau? Ah bah non, je prends l'économe. Bah voilà, bah, vous continuez. Enfin, il faut vraiment partir de ce qu'elles font déjà dans leur vie et ramener en disant, bah, c'est bon, regardez, vous avez déjà les bonnes habitudes. Souvent, quand on jardine, alors peut-être plus les fleurs, les rosiers, bah, vous mettez des gants de protection, mais c'est vrai que pour le jardinage, on a tendance à dire de mettre des gants pour éviter justement de se blesser. Mais voilà, toujours inciter sur, bah, en fait, dans votre vie de tous les jours, comment vous fonctionnez pour telle activité comme ça, bah, super, vous pouvez continuer ou bah, juste rajouter ça, ça sera plus sécurisant pour la suite. Je parlais de la chaleur justement, donc bien sûr, hein, ça c'est valable pour tout le monde. Hein, on se protège avec une protection solaire, donc indice 50. On évite les expositions aux heures les plus chaudes, hein, entre midi et 16 heures. Bien leur dire aussi que si elles ont la sensation, parce qu'on a le droit, hein, voilà, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on est en train de faire un gros bras ou un lymphœdème aussi. Si le bras est lourd, notamment sur les périodes là qu'on a de canicule à l'heure actuelle, on rafraîchit avec donc de l'eau fraîche, on l'hydrate, on peut faire un automassage aussi. Le surélevé peut être aussi un vrai intérêt. Alors j'ai volontairement mis un petit coussin cœur, ça c'est quelque chose qu'on donne. Alors nous on a beaucoup de bénévoles ou d'écoles de couture ou d'écoles voilà, qui font des projets de couture et qui pour mobiliser les élèves voilà, font ces beaux projets de coussin cœur. Ça, c'est vraiment bien parce que du coup, on va aller l'insérer voilà, dans la partie justement sous le creux axillaire. Ça va venir surélever justement bah, l'épaule et qui, des fois, voilà, crée la tension. Et quand elles sont sur des temps un peu plus calmes, des fois, je leur dis, bah, surélevez votre bras, ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc, pas hésiter à leur dire. Et donc, cet adage-là, hein, donc, comme l'a dit Corinne tout à l'heure, hein, perfusion, injection, prise de tension ne sont plus contre-indiqués. Hein. Ça a vraiment changé. Ça fait déjà quelques années, mais c'est un bien ancré. Pour les perfusions, les injections, bah voilà, les règles d'hygiène, bien entendu, doivent être respectées. À l'heure actuelle, on met toujours un désinfectant. Hein, c'est comme on parlait tout à l'heure pour les plaies, hein, c'est la même chose. La prise de tension, la compression est courte, donc c'est pareil, ça n'a pas été prouvé que ça risque de faire un lymphœdème. C'est sûr qu'en post-opératoire immédiat, on va peut-être pas aller tout de suite solliciter ce côté qui vient d'être opéré. Hein. Déjà, la patiente, il faut le temps qu'elle appréhende ce geste. Puis voilà, c'est juste du réflexe. Mais par la suite, voilà, on dit bien aux dames que même si on entend encore beaucoup ça même de professionnels de santé, il n'y a pas de contre-indication voilà, qui a été prouvée. Hein. Euh, Comme je vous le disais et comme on vous l'a déjà dit toutes les trois, l'autosurveillance,
en fait, c'est la patiente qui est juge, c'est la patiente qui ressent ces symptômes ou ces manifestations différentes qu'il peut y avoir. Donc, on a marqué la gêne, la fatigabilité, la lourdeur, le bras qui, comme s'il était pesant, comme si vraiment on avait un poids, ou bien sûr le gonflement avéré, hein. Ça, si elle ressent un de ces signes, si elle est en train de faire une activité, et ben bien sûr, elle s'arrête, elle repose son bras. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, elle peut surélever avec un coussin. Donc, on dit aussi que ça peut être intéressant en fonction de sa sensation voilà, au niveau du poignet pour que ce soit un peu plus haut que l'épaule. On peut le masser dans le sens de la résorption. Et si, voilà, comme l'a dit Corinne tout à l'heure aussi, si ça ne dégonfle pas au bout de 24-48 heures ou qu'il y a une inflammation, voilà, il faut bien sûr aller consulter son médecin traitant, ça c'est capital. S'il y a une piqûre, je le répète, hein, j'insiste un peu sur ça, piqûre, coupure, brûlure, voilà, toute plaie, voilà, toute agression qu'il peut y avoir au niveau de ce bras, bien leur dire que c'est pas grave, on nettoie, on désinfecte et on surveille cette zone, d'accord? Pour justement, ça va être sûr qu'il n'y a pas de signes inflammatoires, hein, la chaleur, la rougeur. On aurait pu rajouter température, mais voilà, bien sûr des douleurs. La température, je l'ai mis là, pardon. Et bien sûr, on alerte son médecin traitant. En fait, ce qui va être capital, c'est que si on voit que ça gonfle et qu'on n'a peut-être pas encore le temps de prendre les rendez-vous avec un médecin spécialisé là-dedans, donc c'est tout ce qui est médecin vasculaire, angiologue, ça sera surtout la prise en charge, justement kiné, hein. Dès que c'est gonflé, il faut reprendre les séances de kiné si on avait arrêté ou les démarrer si on n'avait pas fait pour X raison. Et précision, le lymphœdème, ça ne touche pas obligatoirement tout le bras, d'accord? Ça aussi, souvent, vu qu'on a tendance à dire gros bras, les patientes, elles s'imaginent, hop, tout de suite qu'elles vont avoir un bras un peu éléphantesque. Pas du tout, hein. Ça peut être qu'au niveau des doigts. Là, j'ai mis un exemple de la main. Ça peut être qu'au niveau de l'avant-bras. Enfin, voilà, hein, ça peut être localisé que sur une zone. Et ça, c'est important de leur préciser. Et ces conseils, c'est voilà, hein, à respecter tout au long de sa vie. Parce qu'on sait que le gros bras, finalement, c'est pas quelque chose qui arrive en post-op immédiat, mais ça peut arriver 1 an et demi, 2 ans, 3 ans après, ou ne pas arriver, hein, toujours hein, dans le discours positif. Mais voilà, c'est important d'être vigilant et de bien faire l'éducation par rapport à ça. Les complications possibles. Et bien sûr, donc, comme le disait Corinne tout à l'heure, elle a parlé de l'infection, hein. Ça, on y est très attentif. Donc, tout ce qui est rougeur, écoulement, voilà, qui peut des fois être un peu dit sale, ou les retards de cicatrisation, ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans le retard de cicatrisation, je mettrais aussi des fois les rejets de fils, d'accord, parce qu'on utilise beaucoup des fils de surjet, donc ils sont résorbables. Pour X raison, ça peut arriver des fois qui deviennent un peu inflammatoires autour et que finalement il faille le couper, même à distance, ça peut arriver des fois un mois après, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est rien de grave, bien entendu, mais il faut bien sûr alerter, soit nous les IDEC, soit les soins externes, voilà, le secrétariat ou en fonction le médecin de garde aussi le week-end s'il y a bien sûr une fièvre associée, ou là par contre, c'est considéré comme urgent. Le risque de lymphocèle, donc là je vous ai mis une image. Donc la lymphocèle, c'est quoi? Donc c'est pas un lymphœdème, hein, parce que souvent il y a un petit malentendu entre les deux mots. Donc c'est une accumulation du coup de la lymphe, d'accord, au niveau de la loge. C'est très très courant pour le curage axillaire. Plus rare pour le ganglion sentinelle, mais souvent on a tendance quand même à expliquer aux dames que ça, voilà, ça a tendance à gonfler un tout petit peu, où on sent des fois des petites indurations sur le sentinelle. Bon, là, par contre, vous voyez bien que c'est une belle lymphocèle, hein. La dame, elle a une belle, un beau citron, voire même une belle orange sous le bras. Moi, c'est des questions que je pose hein, en tant voilà, qu'infirmière de parcours. Quand elle m'appelle, elle me dit, bah, c'est gonflé. Donc, moi, mon rôle, si elle me dit que qu'elle peut mettre le bras le long de son corps, que c'est une tête d'aiguille ou que c'est une petite olive, ce genre de choses, bah voilà, je vais la rassurer, lui disant que c'est normal, que ça va se résorber, mais que ça met du temps. Et si jamais, par contre, ça gonfle plus, là, il faut bien me recontacter. Là, typiquement, voilà, ça nécessiterait, vous voyez, une ponction parce qu'on voit bien qu'il y a une tension et surtout que c'est très douloureux pour la patiente. Mais voilà, la ponction, c'est pas systématique. Il faut qu'il y ait cette tension.
il faut qu'il y ait cette grosse douleur associée et surtout voilà, un volume quand même important parce que plus on va aller ponctionner, plus le risque que la lymphocèle revienne est fort parce qu'on recrée en fait un espace hein, et comme vous le savez, la nature est bien faite, ça ne supporte pas le vide. Donc dès qu'il y a du vide, elle vient le combler avec bah, soit des tissus, mais aussi avec le liquide, notamment la lymphe, hein, parce que c'est un endroit où il y a, voilà, on a tout un système lymphatique important dans cette zone et le risque de bride ou de corde axillaire. Donc ça, c'est juste ce qu'on peut voir juste ici. Donc souvent, on dit aussi une corde de guitare. Ça, on arrive très vite, même des fois quand les patients nous appellent, à le comprendre parce qu'elles nous disent déjà un sorte de cordon, de petit tendon. Donc ça, souvent, on comprend très vite voilà, que c'est une bride axillaire. Donc c'est en fait un durcissement du coup d'un vaisseau lymphatique. Ça devient voilà, palpable souvent, voire des fois visible, hein, comme celui-ci. Là, volontairement, j'ai pris un exemple un peu marquant. C'est souvent assez douloureux pour les patientes. Alors, avant, les médecins disaient beaucoup, Madame, je vais vous casser la corde, la bride. C'est un terme bon, qui n'est pas très, un peu barbare. Ça, Mathilde, elle pourra vous en parler. En fait, c'est un travail avec un kiné, hein, justement, pour récupérer la souplesse et réassouplir ce vaisseau lymphatique. Hein, mais bon, le mot casser, on évite parce que voilà, on reste toujours sur ce discours un peu plus positif et de réassurance pour les patientes, c'est important. À distance, donc on en a parlé hein, de ce risque de lymphœdème. Alors, il peut exister pour le ganglion sentinelle, donc il est inférieur à 5%, c'est vraiment rare hein, quand même. Hein. Donc là, vraiment, c'est important de le préciser. Voilà, il est plus important par contre pour le curage axillaire, d'où toute cette prévention qu'on a en tant que soignant à évoquer et l'encourager, la mobilité précoce, hein, comme on l'expliquait tout à l'heure. Le rôle voilà, du kiné est capital dans la prise en charge, notamment du curage, hein, parce qu'on n'en met pas en systématique dans le ganglion sentinelle à l'heure actuelle. Ça dépendra voilà, de la mobilité de la patiente qui sera réévaluée. Chez nous, au Centre Lyon-Bérard, les patientes elles peuvent attaquer dès 15 jours en post-opératoire. Et dès J1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles auront des exercices qui auront été montrés. Alors nous, les IDEC, on les montre aussi en avant parce que je trouve que c'est bien qu'elles puissent voilà, commencer à appréhender un peu les gestes. Et c'est remontré par le kiné du centre. Beaucoup de questions qu'on a très souvent. Vous ne prescrivez pas un manchon ou du drainage lymphatique. En fait, ce genre de choses sont mis qu'en cas de signe avéré de lymphodème. C'est prescrit par un médecin, bien entendu. Notamment, si l'idéal, c'est d'aller voir des angiologues ou des médecins vasculaires hein, qui sont spécialisés là-dedans, parce que le manchon un peu qui va à tout le monde, bah, des fois, il est plus délétère finalement qu'autre chose, et puis ça empêche des fois la mobilité de certaines zones. Donc ça aussi, ça n'a pas d'intérêt. Et je parle quand même aussi des douleurs résiduelles, parce que comme on dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal de nerfs, toutes ces sensations de neuropathie qui peuvent être des fois très invalidantes pour les patientes. Donc, pas hésiter, si jamais on voit que ça perdure, ça s'installe, à rediriger vers les médecins hein, pour la douleur, bien entendu. Hein. Ça, c'est parce qu'une patiente qui fait des métiers physiques où elle doit porter des choses, bah, ça peut vraiment les impacter dans leur vie quotidienne. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment encourager cette mobilité et toute l'avancée qu'il peut y avoir. Et là, maintenant, je vais laisser la place à Mathilde parce que là, on a la chance voilà, de la voir et qui fait partie en plus du réseau. Tu veux nous expliquer un petit peu comment tu fais tout le processus d'accompagnement qu'il peut y avoir pour les patientes. Oui, voilà. Alors, je vais essayer de pas trop redire de choses parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont déjà été dites et bah, qu'on voit en séance avec les patientes. Donc, après un curage axillaire, pour nous, les kinés, la prise en charge, elle doit être assez précoce. Donc, on dit souvent J15, effectivement, par rapport aux chirurgiens. En vrai, moi, quand j'ai fait le DU et à Nantes, par exemple, on a tendance plutôt à dire J4. Mhm. Bien évidemment, J4, il n'y a pas de travail sur la cicatrice, sur la zone opérée, hein, mais on va pouvoir en fait travailler un certain nombre de choses, dont notamment la mobilité précoce dont on a parlé. Parce que à J1, comme vous avez dit, on a effectivement déjà des exercices qui sont donnés, mais on va en parler, on va pouvoir revoir ces exercices ensemble en séance. Et souvent, c'est
pas du luxe, on va dire. Donc, en fait, on part d'un bilan qu'on réalise à la première séance et qui doit être global. On a tendance à dire, nous les kinés, qu'on traite une patiente et pas la pathologie, ou pas un curage axillaire. Alors, en plus, quand il y a eu un curage axillaire ou un ganglion sentinelle, bon, souvent il y a eu la tumorectomie ou la mastectomie totale, mais il y aura aussi d'autres traitements. Soit il y a déjà eu, quand il y a eu une chimio néoadjuvante, soit il y aura après d'autres traitements. Et parfois, elles ont eu aussi d'autres pathologies, donc ça, on ne le sait pas. Donc, on va bilanter l'état physique de la patiente, hein, parce que d'une patiente à l'autre, d'un curage axillaire à l'autre, la patiente ne va pas avoir les mêmes pertes de mobilité, déficits, douleurs. Mais on va aussi prendre en compte l'état psycho-émotionnel de la patiente. Donc, voilà, il y a des patientes qui vont avoir plus ou moins Attends, ça saute un peu, Mathilde. qui vont être dans des phases de deuil un peu différentes. Instable. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, on te entend mieux. C'est bon? Ouais, ça avait fait les martiens un petit temps. Ok. Donc, j'en étais à l'état psycho-émotionnel qui peut être variable d'une patiente à l'autre et surtout au début de la prise en charge, comme au milieu de prise en charge, en fin de prise en charge, tout ça, ça va évoluer. Et ce qui est très important, c'est de bien prendre en compte les objectifs de la patiente de rééducation parce que une patiente, elle va avoir, d'une patiente à l'autre, on va avoir des âges différents, mais surtout des modes de vie différents, un travail différent, des activités physiques, sportives différentes. On a des patients de plus en plus jeunes, donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte aussi dans la rééducation. Donc, le rôle du kiné dans cette prise en charge va viser à prévenir, donc j'ai mis corriger, conseiller, soulager et récupérer la fonction. Donc, la prévention, en effet, on peut l'avoir déjà quand on a une consultation en préopératoire. Ça arrive parfois qu'on ait des demandes, alors pas très très souvent, hein, mais ça se fait de plus en plus. Et c'est vrai que ça, c'est assez chouette parce que ça nous permet de voir avec la patiente sur un moment où elle n'est pas dans la douleur, de pouvoir un peu commencer à appréhender justement ce que ça va être que la mobilisation, voir déjà les exercices quand elle n'a pas de douleur, quand elle n'a pas de crainte. Et pouvoir expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, comme ça, elle est moins surprise après. Et puis, elle arrive tout de suite dès J1 à faire sa rééducation. On va aussi pouvoir prévenir dès J4. Donc, toujours avec cette mobilisation précoce. Bien évidemment, on a aussi des techniques de mobilisation passive, on a plein d'autres techniques. Le but, c'est pas de rentrer dans la technicité de ce qu'on fait en tant que kiné, mais c'est vraiment cette mobilité qui va permettre de prévenir tout ce qui est kinésiophobie, donc la peur du mouvement. Euh, donc même si effectivement les infirmières, vous les voyez avant et on voit bien, elles ont vu les exercices, pour la majorité elles les font, mais souvent en fait elles ont une appréhension qui est assez importante de bouger. En fait elles ont peur de mal faire souvent, elles disent ah oui alors je suis plus trop sûre l'exercice et puis bon ben voilà vous êtes sûr que la cicatrice va pas se réouvrir et puis là j'ai peur de mal faire et puis il y a ça. Il y a des douleurs qu'elles n'avaient pas à J1, qu'elles commencent à avoir à J4, donc ça change aussi la donne. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir les voir assez précocement pour pouvoir les rassurer là-dessus. Et donc généralement, on revoit les exercices qui ont été donnés. Donc nous, on a aussi le livret du réseau des kinés du sein qui reprend des exercices. Donc je sais que Charlotte, tu as mis en Ouais, diapo juste après, après. je te les mets. Voilà, on peut faire. Super, merci. Donc là, on a un petit peu la première page donc, du livret d'accompagnement qui a été fait par le RKS où il y a plein de conseils post-opératoires, mais il y a aussi donc du coup des fiches pratiques. Donc les exercices sont vraiment très très bien décrits tout le long du livret et à la fin, il y a des fiches pratiques. Et là, on a mis donc avec Charlotte, elle nous a mis donc les exercices 1 à 10 sur les 15 premiers jours. Donc comme ça, qui sont récapitulatifs avec les petits dessins. Et c'est vraiment aussi ce qu'on va reprendre en première séance avec elle. Et donc, du coup, on va retrouver des exercices de respiration.
pour retravailler un peu la mobilité, de la cage thoracique qui commence déjà un petit peu à mobiliser l'endroit qui a été opéré. Ça permet d'améliorer aussi l'oxygénation pour une meilleure cicatrisation. Le drainage aussi, on n'y pense pas trop, mais en fait, avec le mouvement du diaphragme, ça draine déjà. Et puis surtout, ça permet à la patiente de se détendre et de reprendre un peu confiance. Et après, on a beaucoup d'exercices qui sont vraiment plus là dans le vif du sujet, de la mobilité du membre supérieur, de l'épaule, du bras, bien évidemment des omoplates aussi, parce qu'on va avoir, là je vais en parler tout à l'heure, un travail sur les omoplates à faire. Euh, Au niveau des consignes pour les exercices, quand on les fait, vraiment la règle c'est la non-douleur. On ne va pas commencer à dire vous essayez pas de monter le bras au-delà de tel degré d'amplitude parce qu'elles ne vivent pas avec un compas ou une équerre à côté d'elles, hein, donc ça leur parle pas trop. Et surtout qu'après, sinon, elles n'osent pas, elles se mettent le bras en écharpe et c'est fini. Donc en fait, moi je dis non-douleur, je dirais même non-tiraillement. C'est-à-dire que je leur dis pour chaque exercice, si ça tiraille à un endroit, pas besoin d'aller plus loin. On s'arrête là, on redescend et on refait. Et comme ça, on le fait avec elles. Et après, on leur conseille de faire un certain rythme, en fait, les jours d'après. Et on en reparle la séance suivante. Donc, on va pouvoir rebasculer sur, s'il te plaît, Charlotte, Bien la sûr. slide d'avant. Donc, on va pouvoir prévenir donc, de cette kinésiophobie, de l'attitude de protection du sein dont vous avez parlé un petit peu avant, qui est vraiment un gros sujet, nous, chez les kinés, hein. C'est une attitude qu'on retrouve même parfois avant même l'opération, Mm. tellement que sur les ponctions ou même quand on leur dit qu'elles vont être opérées, elles se mettent le bras en écharpe, l'enroulement de l'épaule comme ça. Et en fait, ça, on va avoir après une perte de mobilité, mais on va surtout avoir un problème de statique au niveau de l'omoplate. Euh, L'omoplate va plus bouger de la même façon qu'avant sur les mouvements. Et donc, du coup, on va avoir une perte de mobilité au niveau de l'épaule et parfois même des troubles musculo-squelettiques. Et donc après, ça peut aller de la tendinite à même la capsulite complète de l'épaule, où là, il faut des mois après de rééducation. Donc, on essaye de prévenir ça. Donc la perte de mobilité, on en a parlé, et on essaye de prévenir en bougeant l'apparition finalement de cordes ou brides donc axillaires, parce que le mouvement va avoir tendance à les mobiliser et à éviter qu'elles s'installent. Également le lymphœdème, parce que comme on l'a vu plus tôt, la contraction musculaire, le fait de bouger, ça va participer au drainage et en fait, bah, les choses vont se refaire naturellement suite à l'opération. Ça va se redrainer. Et donc, normalement, il ne devrait pas avoir de lymphœdème qui se mette en place. Je crois que vous m'avez encore perdu. Connexion Non, Internet instable. Est-ce que vous m'entendez encore? c'est bon, on t'entend. C'est bon, ok, super. Donc ensuite, on va passer donc à la correction. Donc on va corriger à chaque fois ce qu'on va trouver sur nos bilans. Donc le bilan, on va le refaire presque à chaque début de séance. Ça prend juste quelques minutes, mais ça nous permet de prendre en considération que la patiente qu'on a vue à J4, eh ben, il va peut-être pas se passer la même chose à J10, à J20 et à J jusqu'à longtemps. Donc le temps où on la prenne en charge. Donc, on va surveiller qu'il n'y ait pas une attitude de protection du sein. S'il y en a une, donc on va avoir des techniques de mobilisation passive, active, des membres supérieurs. On va avoir un travail postural qu'on va pouvoir faire, un renforcement du dos, des omoplates et un certain nombre d'exercices qu'on va pouvoir conseiller de faire. On va pouvoir traiter, dès qu'elles arrivent, les cordes axillaires. C'est pour ça que c'est pas mal quand on les voit assez tôt, parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais il y a une corde qu'on va pouvoir palper au niveau axillaire, mais nous, les kinés, on arrive à en trouver parfois même au niveau thoracique ou abdominal. Elles sont moins visibles, mais on les trouve et ça peut être gênant. Et en fait, on va voir du coup que la patiente va être gênée à cause de ça. Donc, on va pouvoir les assouplir avec un travail manuel, différentes techniques manuelles de massage sur la corde, de mobilisation de l'épaule avec plus ou moins l'ouverture donc du coup du bras, d'étirement des cordes et bien évidemment des conseils d'exercice aussi pour la patiente. Parfois, on peut utiliser aussi tout ce qui est tape. Alors, les tapes, c'est ce qu'on voit chez les sportifs de haut niveau, parfois des bandes un peu colorées. Moi, j'utilise ça parce que j'ai été formée et que je trouve ça très, très, très intéressant pour le travail des brides. Ça les soulage bien.
Pour les lymphocèles, dès qu'il y a l'apparition de lymphocèles, nous, on va pouvoir avoir des techniques de drainage qui sont un peu spécifiques pour les lymphocèles qui aident en fait à diminuer le remplissage de ces lymphocèles. Bien évidemment, on ne drainera jamais en direction du bras. D'accord? Donc voilà, pareil pour le lymphœdème, dès qu'il y a les premiers symptômes, moi je surveille, je mesure, on donne des exercices, on réadresse vers le médecin ou l'infirmière de coordination dès qu'il faut pour bilanter, voir si c'est un lymphœdème qui va être avéré, mettre en place drainage, contention et surtout l'apprentissage de l'autodrainage et le renforcement musculaire du bras. Donc on l'a vu avant que c'était très important. On va pouvoir corriger donc pour améliorer l'amplitude de l'épaule. Et puis bien plus tard, à partir de J21, quand la cicatrisation elle est faite, on va pouvoir commencer à travailler sur tout ce qui est assouplissement des tissus. La diminution des adhérences cicatricielles et qui va amener un peu plus de mobilité à la patiente et parfois qui va diminuer aussi un certain nombre de douleurs. Donc nous, on le fait manuellement, on peut le faire avec des appareils et on va apprendre à la patiente à masser aussi sa cicatrice, ça de façon quotidienne pendant un certain nombre de temps, parce que les séances de kiné, ça suffit pas, il faut qu'entre-temps, les choses soient faites en auto-rééducation. On va avoir aussi donc, le rôle de conseil. Alors vraiment, ça, vous l'avez bien dit, montré. Je pense qu'on a tout un peu ce rôle-là de réassurer. Alors surtout sur la douleur, la face interne du bras, ça, c'est systématique et ça crée Mm. beaucoup d'inquiétude Mm. chez les patientes. Mais parfois, ça peut être sur une lymphocèle. Est-ce que ça part un jour? Enfin voilà, elles ont peur. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas tout enlevé? Moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont peur parfois sur des petites choses qui pourraient nous paraître assez anodines. En fait, elles ont peur que ce soit le cancer qui revienne. Donc, vraiment, de pouvoir répondre à toutes leurs questions. Et pour les lymphocèles, toujours, nous, on essaye vraiment aussi de pouvoir conseiller sur la ponction. Quand est-ce qu'il faut retourner voir, du coup, les infirmières, le chirurgien pour la ponction, réadresser donc, aux autres professions concernées, notamment aussi pour le diagnostic des lymphœdèmes. Ou les retards de cicatrisation, parce que parfois, effectivement, nous, c'est pas trop, comment dire, on a l'œil de savoir quand il y a un retard de cicatrisation, mais après ça, c'est plus notre boulot, donc on vous les renvoie dès qu'on a un doute. Moi, je préfère même alerter un peu Mm. en amont parfois quand il y a des doutes. Et bien évidemment, on va soulager la patiente. Donc, on a vu tout à l'heure les exercices respiratoires qui visaient à détendre. Très rapidement, des J4, on va pouvoir aussi masser tout le complexe de l'épaule, les tensions musculaires. L'idée, en fait, c'est en rebougeant, en massant, en faisant des exercices de respiration, qu'elles puissent se reconnecter à leur corps, qu'elles puissent un peu, du coup, recréer du lien entre le corps, la partie qui a été opérée, le reste, et qu'elles reprennent confiance. Euh, Tout ça aura donc du coup après pour ambition de retrouver la fonction. Et donc la fonction, ça va être finalement de retrouver un bras fonctionnel, la possibilité de reprendre les activités du quotidien. Mais là encore, je dirais qu'il faut bien s'adapter à la patiente parce que les activités du quotidien, bon, c'est très bien, mais l'idée, c'est qu'après, derrière, au niveau du travail, elle puisse reprendre et aussi au niveau des activités sportives. On a des patientes qui veulent reprendre l'escalade, l'idée, c'est qu'elles puissent reprendre l'escalade. Et en fait, pour ça, il va falloir parfois encore plus renforcer et passer plus de temps pour adapter la rééducation dans ce sens-là. Donc voilà pour notre prise en charge. Après, c'est vrai que là, on a vraiment fait sur le curage axillaire, mais globalement, nous, on est vraiment apte aussi à prendre en charge sur les mastectomies, on en a parlé, sur les autres chirurgies. On essaye de faire un travail, là j'ai axé beaucoup sur le membre supérieur, mais il y a beaucoup de compensation au niveau lombaire, au niveau du bassin. On va travailler vraiment en global sur l'ensemble du corps. Et aussi pour la reconstruction, du coup, Corinne en avait parlé aussi, donc du coup, la reconstruction mammaire. Et nous, on soulage aussi pas mal, c'est après la radiothérapie, quand les séances sont finies, que la peau a bien récupéré pour aussi drainer les lymphœdèmes du sein, pour le coup, et réassouplir cette zone-là.
Donc voilà, en tout cas, s'il y a des patientes à adresser en kiné, le réseau des kinés du sein a bon annuaire pour pouvoir orienter quand il n'y a pas de kiné qu'on connaît, qui peuvent être disponibles et à l'aise avec cette prise en charge. Merci beaucoup. Merci à toi, Mathilde. C'est vrai que nous, on oriente de plus en plus, voilà, sauf si la patiente, bien sûr, elle connaît déjà un kiné avec qui elle est à l'aise, mais on oriente vraiment beaucoup vers le réseau RKS. Surtout que Corinne l'a dit tout au début, enfin, je pense que tu seras d'accord, Corinne, c'est pareil, enfin, les kinés sont des personnels soignants bien demandés, hein, où c'est pas toujours évident de le trouver en temps et en heure. Donc nous aussi, pareil, hein, comme à Rouen, on leur dit très vite, bah, vous aurez besoin de séances de kiné, il faut commencer à alerter un peu en amont et de revenir vers nous si jamais elles ont des difficultés, parce qu'on peut travailler, des fois on travaille aussi nous, avec ce qu'on appelle le PRADO, hein, donc c'est avec la sécurité sociale qui peut faire des démarches aussi pour aider les patientes à trouver bah, des infirmières ou des kinés ou des orthophonistes, hein, voilà, tout professionnel qui gravite aussi autour des patients. Je me permets donc un petit résumé très brièvement, comme ça on va passer tranquillement si vous avez des questions notamment. Donc en résumé, hein, la mobilité précoce, hein, je pense que ça on l'a dit plein de fois tout en respectant. Donc j'ai beaucoup aimé, tu as dit comment Mathilde, c'est pas la douleur mais le tiraillement. Donc Oui, la je- règle du non-tiraillement. je pense que je te le piquerai. J'aime Oui. beaucoup l'idée. Alors moi, des fois, je dis, ou quand vous sentez que vous bloquez votre respiration, c'est déjà que ça fait Oui. mal. La prévention, donc voilà, de tout ce qui est risque de bride, de lymphodème, de lymphocèle, et l'éducation qui va avec. Donc c'est vrai que c'est un peu plus axé sur le curage axillaire, parce qu'il y en a un peu moins sur le ganglion sentinelle. Mais je pense que Mathilde, elle a dit un truc capital tout à l'heure. Les patientes, en fait, elles n'ont pas toutes les mêmes objectifs, elles n'ont pas toutes les mêmes appréhensions. Et des fois, une patiente avec un ganglion sentinelle, bah, finalement, elle va être encore plus perturbée ou immobilisée qu'une patiente qui a un curage. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi voilà, sur les suites, sur si on a introduit ou pas du kiné. Et je pense que c'est important de le repréciser. L'approche, voilà, on travaille jamais seul, hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça sert à rien. Donc bah, les chirurgiens, les infirmières, les kinés, les médecins traitants, enfin voilà, tout le personnel qui peut aider les patients. La réassurance, hein, tout à l'heure, je parlais un peu du discours positif, c'est à la mode en ce moment, mais c'est vrai que voilà, le choix de nos mots est important, redonner sens, incluant les dents, hein, je l'ai reprécisé parce que voilà, on sait très bien que des fois, on a beau l'avoir tous dit, les infirmières, les médecins, les kinés, ben, en fait, si la maman, la grand-mère, l'oncle, la sœur, la cousine, voilà, a vécu ça et a dit ça, bah, ça a des fois un peu plus de poids que, voilà, ça va plus influencer parce que c'est dans le quotidien. Donc, voilà, pas hésiter. Nous, des fois, les patientes, elles viennent souvent avec voilà, un accompagnant, un aidant. On le reprécise bien en disant attention, hein, on n'est pas que coucounis, il faut aussi que les gens reprennent tout doucement le rythme. Et pas oublier, hein, voilà, moralement, psychologiquement parlant, elles sont souvent en attente de résultats, hein, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, hein, c'est un geste thérapeutique, mais aussi diagnostique. Donc, ça vient parfois aussi majorer. Tout à l'heure, tu l'as très bien dit, c'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser. Alors, Mathilde, mais voilà, des fois, elles ont même peur, vous voyez, que le cancer revienne parce que c'est gonflé. Donc, Mm. voilà, il y a tout un process et un schéma hein, qu'il faut jamais oublier. Voilà, pour qu'elles se reconnectent, qu'elles reprennent un peu voilà, de l'estime d'elles-mêmes aussi, hein, pas que physique. Et ben voilà, et le kiné, hein, donc ça, tout à l'heure, tu as dit prêt. C'est vrai que nous, on essaye aussi maintenant, dès qu'on peut, de leur dire si elles peuvent faire des séances avant, notamment dans la reconstruction par prothèse. On essaye vraiment ou de lambeau grand dorsal, Mm. de mettre du kiné avant hein, pour commencer déjà à travailler Mm. certaines choses. Bah, l'après-chirurgie, bien sûr, les chimios. Et moi aussi, j'avais précisé les rayons parce que je trouve aussi que dans certains cas, c'est un vrai intérêt, hein, notamment voilà, par rapport à l'impact que peut avoir les rayons sur le sein, que ce soit sur l'œdème ou des fois la rétractation qu'il peut y avoir au niveau de fibrose des tissus. Oui. D'ailleurs, j'en avais pas parlé, je fais une petite aparté pour les Ouais. rayons. C'est vrai que ça touche énormément aussi le grand pectoral, qui est le Mm. muscle qui est vraiment en dessous du sein. Et en fait, ce muscle-là, quand il est irradié, après, il est très rétracté. Et en fait, les patientes ne comprennent pas pourquoi d'un coup, elles n'arrivent plus à ouvrir le bras sur le côté. Ça les tire énormément. Parfois, elles sont complètement bloquées et en fait, c'est à cause de cette radiothérapie. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je traite beaucoup quand j'ai la chance de pouvoir les avoir à ce moment-là. Mais je pense que parfois, elles ne comprennent pas et c'est pas forcément évident. Enfin, on n'y pense pas forcément. Mais c'est vrai, c'est aussi un souci et ça va être assez problématique comme pour le curage axillaire en termes des moments de perte de mobilité.
Voilà. Et donc, comme on disait, donc, en fonction du besoin et des objectifs de chacune, et bien sûr sur prescription médicale. Merci déjà à mes deux intervenants de qualité. Merci à Et toi. est-ce que du coup, vous avez des questions peut-être qui sont apparues?